Je pense qu'il y a autant de raisons pourquoi on va consommer des drogues qu'il y a de consommateurs de drogue. C'est pas une raison en particulier. Ça dépend dans ta vie. Des fois, c'est un idéal que tu as, aussi con qu'un idéal ou un malheur que tu veux, quelque chose que tu veux geler ou un besoin extrême, besoin de dépasser ses limites. Des fois, on ne sait pas comment. Les gens ne consomment pas nécessairement toujours pour cacher des sentiments ou des émotions, pour s'empêcher de vivre quoi que ce soit. Parfois, c'est vraiment juste une quête au plaisir, aux grandes sensations. Comme moi, quand je consommais de l'héroïne, quand j'ai commencé, je la fumais, je la sniffais. Puis justement, mon chum me dit « T'en as besoin de moins quand tu te crains. » Fait que je me suis pété un hit. Puis une fois que t'as commencé à te shooter, ben l'engrenage est fait. Tu reviens pas de bord, le buzz est meilleur. Il faut faire la différence aussi entre consommer de la drogue et devenir dépendant. Surtout au niveau du choix, parce que oui, on choisit de consommer des drogues. Ça, c'est certain. On peut pas se défaire de cette réalité-là. Mais par contre, on n'a jamais choisi de devenir dépendant. Quand tu consommes des opiacés, à longue que tu consommes, tu tombes malade. Tu as besoin de ta dose pour être capable de fonctionner. Parce que direct quand tu te lèves le matin, t'as de l'air d'un zombie sans être maquillé. Tu pourrais pas jouer dans Walking Dead, là. T'as tout le temps un petit pattern de te lever, de trouver ton cash pour avoir ta dose, pour être capable de fonctionner. Ça peut aller jusqu'à la mort, les hépatites, le VIH, ainsi de suite, là, les maladies, parce que, à un moment donné, ça dépend où tu es rendu dans la vie, mais quand tu es rendu à juste t'injecter, tu penses pas à manger, tu penses pas à t'hydrater, puis à faire ce que tu as dormi, puis à faire ce que les gens normaux font. Au niveau des modes de consommation, c'est certain que l'injection, c'est la plus sérieuse, c'est aussi la plus dangereuse parce que c'est quand même une intrusion dans l'intégrité du corps. Dans les études qu'on a faites au Québec depuis les 20 dernières années, actuellement, ce qu'on voit, c'est que autour de 15 des usagers de drogue par injection sont infectés par le VIH, mais jusqu'aux 2/3 de ces personnes-là ont le virus de l'hépatite C. Quand tu commences à t'injecter, tu ne sais pas si tu vas le faire pendant 2 mois ou tu vas le faire pendant 20 ans. Mais qu'importe le temps que tu vas le faire, essaie d'avoir au moins les bonnes pratiques et d'éviter les conséquences négatives à la longue. Donc, d'avoir pas trop de conséquences quand tu vas avoir arrêté. Tandis que dans l'approche de réduction des méfaits liés à l'usage des drogues, on y va sur 2 grands principes qui sont le pragmatisme et l'humanisme. Le pragmatisme, c'est de se dire, les gens consomment des drogues depuis des millénaires et probablement que ça va continuer à consommer et que de viser une société sans drogue, c'est un peu utopique et c'est pas réaliste et on n'y arrivera pas. Donc, il faut mettre en place des mesures plus pragmatiques qui prennent en considération le fait qu'il y a des personnes qui consomment des drogues. L'approche humaniste, c'est vraiment de ne pas juger les personnes et de les aider à partir de la situation où elles se retrouvent. Et on peut viser quand même un objectif d'abstinence si la personne, c'est ça qu'elle souhaite, mais on va plutôt viser une hiérarchie d'objectifs en fonction des besoins de la personne. Si on pense à un programme comme Nez Rouge, c'est un programme de réduction des méfaits liés à l'usage de l'alcool qui applique des principes de l'approche de réduction des méfaits. Qu'est-ce qui se passe avec Nez Rouge? On dicte pas à la personne, on ne juge pas la personne du fait qu'elle a consommé, même qu'on la félicite d'avoir appelé pour avoir un transport pour ne pas conduire avec sa voiture. Donc, elle cherche à diminuer les conséquences de son usage. Pour ce qui est de l'usage de drogue par injection, on a un petit peu plus de difficulté à saisir comment cette approche-là peut concrètement faire du bien puis avoir de bons résultats. Mais dans le fond, on sait bien que cette approche-là a fait ses preuves par rapport à réduire l'épidémie de VIH puis d'hépatite C chez les personnes UDI. On sait que ça sauve des vies. Donc, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement empêcher les gens de consommer, mais on veut leur offrir des alternatives pour se garder en santé,
L'approche de réduction des méfaits commence à s'intégrer dans le monde policier, mais il faut dire qu'on est au tout début de cette démarche-là. Il y a un comité provincial qui est établi parce que justement, on voyait que sur le terrain, il y avait des problèmes d'arrimage entre les organismes de réduction des méfaits et les policiers. Pour les policiers, les méfaits, c'est un peu ce qui vient des actes de déviance par rapport à la loi, par rapport souvent aux réglementations qui encadrent le bon ordre. Parce que une grande partie des gros problèmes qu'on vit en société vient du fait que des drogues, c'est illégal. Donc, une personne qui prend de la drogue est en effet un criminel. Puis c'est aussi pourquoi on peut voir une relation d'antagonisme entre le consommateur de drogue et le corps policier, parce que le policier va voir le consommateur comme un criminel avant de le voir comme une personne. Une personne potentiellement a besoin de soins de santé plus qu'un temps derrière les barreaux. En fait, ça prend beaucoup d'ouverture parce que, dans le fond, ces organismes-là les assistent, en guillemets, dans leur consommation de stupéfiants et de drogues illicites. Donc, pour un policier, il faut comprendre que ça ne fonctionne pas là, pour nous, dans notre mission de faire respecter les lois et l'ordre, d'envoyer les gens vers des groupes communautaires pour les assister dans leur consommation de stupéfiants il y a 15 ans, c'était très particulier. Alors, on pourrait croire que ces programmes-là font juste la promotion de la consommation, mais c'est loin d'être le cas. Ce qu'ils font, c'est de la gestion à risque réduit de la consommation et pour faire en sorte que la personne réduise ses risques et qui, si un jour elle est prête à faire un bout de chemin vers des traitements de la dépendance, bien, à ce moment-là, on lui offre les corridors de service et on lui permet donc d'être référé aux bons endroits. L'application de la loi sur les drogues, à elle seule, n'est pas efficace pour régler les problèmes de consommation. Ça prend une prise en charge de la santé pour être efficace de ce côté-là. Dans notre mission première, c'est de préserver, de protéger la vie. Et c'est là qu'on doit adapter nos façons de faire, nos interventions en matière de UDI et comprendre le phénomène de ces personnes-là qui ont des problématiques de dépendance et qui ont besoin d'aide. Et que la répression ne c'est pas la solution comme telle, mais c'est plutôt une relation d'aide. Offrir des seringues et du matériel stérile aux consommateurs de drogue, ça a été un des premiers gestes et un geste très, très, très important qu'on doit absolument continuer à faire. L'idée, c'est une seringue pour chacune des injections et qu'il fallait absolument que la personne UDI qui vient chercher du matériel puisse bénéficier d'un bon counseling, mais aussi puisse sortir avec la quantité de matériel qu'elle a vraiment besoin pour s'assurer qu'il n'y ait pas de partage. Parce qu'on comprend qu'on réduit, si je peux exprimer cette image-là, la quantité de virus qui circulent dans la communauté. Et donc, moins il y a de virus qui circulent, bien, moins effectivement on aura de transmission. Et on est à un tournant dans l'histoire du VIH où on pourrait avoir espoir qu'un jour on puisse ne plus avoir de transmission de VIH. Actuellement, au Québec, on estime qu'il y a plus de 1250 centres d'accès au matériel d'injection qui sont dans 16 régions socio-sanitaires. Et on distribuait en 2013-2014 plus de 2,7 millions de seringues dans l'ensemble des régions. Ça semble beaucoup, 2,7 millions, mais si on compare avec la Colombie-Britannique, pour un même nombre d'usagers de drogue, eux en distribuent jusqu'à 7 millions par année. Ce qu'on retrouve dans la communauté, c'est des gens qui s'injectent dans des lieux publics, ont peur de se faire prendre, font ça rapidement et vont jeter une seringue à la fois dans l'environnement pour pas être pris avec des seringues sur eux. Tu patrouilles dans la basse ville de Québec, tu as bien plus de chances de te mettre les doigts sur une seringue souillée que de te faire braquer un gun dans la face. C'est un des plus gros risques qu'on a. Là. C'est arrivé tellement souvent, on a vu des policiers embarquer sur la trithérapie en cause d'accidents comme ça. C'est pas le fun. Parce que toi, tantôt, tu le dis, là, tu dis « je touche du bois, je suis content, j'ai rien ». Mais pour toi, c'est une crainte d'avoir de quoi. Mais pour les policiers, c'est la même affaire. Là, surtout que c'est un milieu inconnu. Tu en parles, t'es à l'aise. Nous autres, on n'a pas l'aise que tu as dans ce milieu-là. Fait que c'est sûr que la peur directe qu'on a, c'est quand de la seringue, pas capsule en plus, ça vient nous chercher. Là. Dans nos travaux, on a regardé
ce qu'il en était par rapport à ces risques-là pour les policiers. Puis il n'y a aucun cas de policier ou d'intervenant en sécurité publique qui a été rapporté et documenté au Québec où il y a eu transmission, que ce soit par des crachats, des piqûres d'aiguilles. Donc, ça vient relativiser un peu ce risque-là. Je comprends les policiers qui trouvent que c'est risqué parce qu'en santé, on essaie de passer le message que de partager des seringues pour s'injecter, ben c'est hautement à risque. Puis en même temps, une seringue qui est trouvée à terre ou qu'un toxicomane prend pour nous piquer, ben là, c'est moins à risque. C'est pas évident, mais tu sais, c'est une question de... Quand la personne qui s'injecte des drogues, elle s'injecte, si elle utilise du matériel déjà utilisé, elle l'envoie directement dans sa veine et dans la circulation sanguine. Donc, s'il y a un virus là-dedans, il va se promener partout dans l'organisme. Le risque de devenir infecté est grand. Pour une piqûre d'aiguille, c'est moins évident. Dans le cas des utilisateurs de drogues d'injection, le fait de les retirer d'un parc, tout simplement, et les expulser, entre guillemets, d'un parc, sans leur donner de solution et d'option, ils vont aller dans un autre parc. Ils vont aller dans un autre lieu public. C'est une roue qui tourne sans cesse et on s'en sort jamais. Donc, c'est certain que les services d'injection supervisée vont avoir un impact sur le regroupement des personnes qui s'injectent dans des lieux publics, un impact direct, immédiat, parce que ces personnes-là, ce sont celles-là qu'on vise par les services et ce sont celles-là qui disent qu'ils vont venir. Les services d'injection supervisée sont une solution, ne sont pas un problème, sont une solution à un ensemble de situations, que ce soit de santé, donc la réduction des décès, la réduction des surdoses, même le VIH, l'hépatite C, mais aussi à toute cette question-là de la perception de la sécurité publique. La toxicomanie devient un problème de sécurité publique, c'est ça, notamment quand il y a beaucoup de désordre, que ça engendre des comportements aléatoires là, dans l'espace public, que les policiers ont à intervenir pour des plaintes de citoyens, puis pour aussi de rétablir un certain climat de paix. Ça fait partie de leur mandat. Pour une arrestation ou un ticket, c'est 15 à 20 avertissements à peu près qui sont donnés de moyenne. Puis ça, c'est comptabilisé là, par mon expérience puis par ce qu'on se dit entre nous autres, les patrouilleurs. Donc, c'est pas tout le temps de la répression qu'on fait, mais il y a quand même de la prévention. Mais je pense que c'est surtout au niveau sécuritaire puis dans le secteur où ça se passe. L'endroit aussi de consommer, de s'injecter, de fumer sa pipe a un impact aussi immédiat sur les plaintes qu'on va répondre. Je veux dire, si t'es caché en arrière d'un commerce puis qu'il n'y a rien, puis l'impact est peut-être moins imposant sur le citoyen, sur notre travail à nous. Mais j'en ai vu plusieurs fois sur Sainte-Catherine, au métro Berry, dans l'édicule, en train de poffer ou en train de s'injecter. Là, tu dis, oh, OK, time out. Je pense que ça va avec la situation, l'interpellation première de l'individu, savoir est-ce qu'il y a un risque pour moi ou pour les autres avec l'utilisation de la seringue. Moi, ça fait 4 ans et demi à peu près que je travaille de rue au centre-ville. Les gens me rapportent quotidiennement des histoires de bris et de saisie de matériel. Seringues, pipes à crack, que ça soit utilisé avant ou non, même des pipes qui n'ont pas de résidus de drogue dessus. En fait, il n'y a pas de politique par rapport à la confiscation ou à la saisie de matériel stérile ou de seringues souillées. En fait, c'est quand que les seringues sont utilisées au niveau des résidus ou comme armes, on doit les saisir pour les mettre en preuve à la cour. Sinon, il n'y a rien d'illégal à avoir des seringues stériles sur soi. Là. Mais il y en a encore trop de saisies de matériel d'injection. Et c'est vrai pas juste pour les seringues, c'est vrai aussi pour les tubes à crack. Et donc, il faut vraiment que tout le monde comprenne que pour nous, la distribution de tubes à crack fait partie de nos programmes de réduction des méfaits. On les paye, c'est le ministère de la Santé qui fournit de l'argent aux régions et au réseau de la santé pour distribuer des pipes à crack et des seringues stériles. Si moi j'ai peur d'avoir du matériel sur moi, puis je vois un policier qui s'en vient, je vais m'en débarrasser au plus rapidement possible. Je ne le garderai pas sur moi. Puis tant aussi longtemps que les gens pensent comme ça, on ne peut pas les éduquer ou les sensibiliser. Puis c'est important de ne pas non plus
que la saisie de matériel ou la saisie de tubes à crack viennent, dans le fond, confronter un peu les objectifs que la santé peut avoir. C'est certain qu'on a un gros travail à faire ensemble de communication, surtout aux gens sur le terrain. Parce que même si on s'entend entre nous, au niveau des directions, au niveau des gens qui travaillent ensemble en collaboration sur le terrain, que ce soit au niveau des intervenants communautaires, que ce soit au niveau des patrouilleurs, le message ne passe pas nécessairement. Les programmes sont situés dans des quartiers où il y a des problématiques reliées de consommation de drogue, mais aussi de vente de drogue, c'est certain, mais aussi parfois des situations de centre-ville qui nécessitent qu'il y ait une présence policière. C'est selon le besoin du lieu aussi. Il faut comprendre que si on implante un CAMI dans un lieu où le besoin de présence policière est récurrent, on ne pourra pas éliminer la présence policière du jour au lendemain parce que c'est important d'y être, de par peut-être la densité de population, de par les commerces qui s'y retrouvent, de par peut-être certaines problématiques criminelles. Donc, oui, les policiers vont s'y retrouver et les CAMI et les policiers vont avoir à cohabiter ensemble. Lorsque les policiers interviennent autour d'un centre d'accès au matériel d'injection, ça peut faire en sorte que des personnes qui voudraient avoir accès au service n'osent plus y aller parce qu'ils voient que la police est parquée et garée devant le centre. Pour les policiers, c'est des zones, souvent les centres sont situés dans des milieux qui sont plus criminogènes, qui ont plus de désordre public. Ils peuvent se faire appeler plus fréquemment dans ces endroits-là. On ne fait pas nécessairement par exprès pour se retrouver autour de ces centres-là, mais ça peut arriver qu'on ait à y aller parce que les citoyens ont des besoins, ont des plaintes, ils adressent des situations où le service de police doit intervenir. Il y a avantage pour la population et la société de laisser ces endroits-là libres d'accès puis qu'on ne crée pas une barrière pour des gens qui en ont besoin. Les policiers du secteur ont la consigne de ne pas se retrouver autour de ces centres-là de façon volontaire, justement, pour permettre aux utilisateurs d'accéder à des seringues propres. Dans la mesure du possible, je crois que les policiers devraient aviser les organismes de leur présence avant d'intervenir. Et ça pour maintenir le lien de confiance avec eux et le lien de confiance entre eux et les UDI. Il n'y a pas toutes les situations non plus qu'on peut s'annoncer. Il y a des situations où les policiers doivent... il y a une urgence d'agir ou, je donne un exemple, au niveau d'une poursuite active ou ces affaires-là, où c'est difficile pour nous autres d'arriver puis prendre le téléphone ou trouver un moyen de communication pour dire, ben là, on va faire une intervention. Mais je crois sincèrement que oui, on doit le faire quand on est capable de le faire. Ça va préparer les personnes à l'intérieur, ça va préparer les interventions, puis ça va probablement aider les policiers dans les interventions, puis l'intervention va être de plus grande qualité à ce moment-là. Si la police débarque parce qu'il cherche quelqu'un, parce qu'il a fait un vol à côté, t'es laisse faire le job. Puis si moi je le sais, regarde, tu viens pas te cacher ici, là, je suis désolée. Comme intervenant, on est beaucoup mieux de se tenir à distance parce que il risque d'avoir une escalade aussi. Si en plus il y a plusieurs intervenants qui s'en mêlent, là, alors c'est sûr que c'est mieux d'observer de façon tacite. Et puis si on constate des choses par rapport à l'intervention, alors c'est là qu'il est important d'avoir des ententes de collaboration avec le corps de police, un répondant qu'on peut dire, regardez, il y a eu une intervention, il y a eu usage de la force chez moi, je crois que c'est pas tout à fait adéquat. Mais on peut en discuter avec un commandant ou quelqu'un en autorité là, dans le corps de police. Quand on intervient auprès d'une personne intoxiquée, il faut comprendre que cette personne-là est un petit peu imprévisible, instable, des fois même agressive. Donc, afin d'assurer notre sécurité et la sécurité de la personne, on peut intervenir à plusieurs personnes afin d'éviter des blessures. Souvent, à la perception de l'intervention, on pense que c'est de l'abus policier, mais au contraire, on est là pour protéger l'individu, pour s'assurer qu'il n'y a pas de blessure. C'est comme ça que c'est enseigné dans les écoles, dans les protocoles d'intervention. Mais cette intervention à plusieurs, cet usage de la force dans le public peut être très mal perçu si on n'est pas conscient que c'est des protocoles, c'est des façons d'intervenir de la police. Et c'est ça aussi qui est le jeu le plus efficace pour protéger l'ensemble des gens impliqués.
Il y a tellement de facteurs. On peut pas arriver qu'un cadre dire dans les cas de quelqu'un qui est en train de s'injecter, on agit de telle façon. C'est impossible. C'est impossible. Chaque utilisateur est différent. Probablement que ton comportement n'est pas le même à tous les jours quand que la personne fait son injection. Puis le policier, ce qu'il vit dans sa vie quotidienne, ben on rentre pas tout à l'ouvrage avec le même état d'esprit à chaque heure de travail. Fait que, sinon, on multiplie les facteurs. Là, pour nous, le ministère de la Sécurité publique, on prend des positions, on regarde c'est quoi ce qui se fait du milieu de la santé, on le reconnaît, on essaie de s'arrimer, de faire en sorte que nos actions soient le plus cohérentes possible avec ce qui se fait pour faire en sorte que les gens vulnérables là, soient pris en charge et correctement, là, et dans la dignité, dans le respect de leurs droits. Là. Pour les policiers, c'est sûr qu'il peut avoir un intérêt, il peut avoir le souhait d'obtenir de l'information sur les gens qui fréquentent les centres d'accès au matériel d'injection. Quand quelqu'un se fait piquer accidentellement, se fait mordre par une personne, une UDI ou peu importe la personne, c'est qu'on veut savoir si cette personne-là est contaminée ou est infectée. Et là, ils ne comprennent pas pourquoi les intervenants du secteur santé ne veulent pas aisément, allègrement communiquer ces informations-là, alors que dans le réseau de la santé, on a un contexte de confidentialité dans l'offre de services que l'on fait. Et il y a des balises qu'on ne peut pas franchir. Donc, quand on parle de la gestion et puis de l'échange d'informations, moi, ce que j'ai compris, c'était que c'était très important que tout le monde connaisse les contraintes de chacun. Et inversement, nous, si on a des choses à dire au niveau criminel, on ne peut pas le dire également au niveau du médecin. Donc, on est pris de part et d'autre par des serments de discrétion. Et au contraire, je pense que l'échange d'informations permettrait d'avoir une meilleure complémentarité de nos actions. Si un policier me demande « As-tu vu un tel? » Je le cherche, X raison. Normalement, je fais ma niaiseuse. Je sais pas de qui tu parles, je connais pas personne. Mais ça, je vais faire ça même dans le cas d'un couple. Je veux dire, pour essayer de protéger ma relation avec la personne, on sait jamais ce qui peut arriver. Je me sentirais trahi, genre, peut-être. Ce serait plus ça, se sentir trahi, parce que je me confie à elle, puis en même temps, ça me causerait de la merde. S'il n'y a plus confiance en point de repère ou en l'image qu'on projette, demain matin, il a besoin de seringues. Il va aller s'en chercher des neuves ou il va prendre ses vieilles parce qu'il veut plus venir à point de repère parce que j'ai brisé mon lien. Puis c'est tout le temps ça, la ligne directrice. Si la personne a tenu des propos où c'est qu'on peut croire très sérieusement que sa santé et sa vie est en danger, ou ce que cette personne-là menace quelqu'un d'autre puis que l'autre personne est en danger, on va insister. Puis des fois, il y a de l'incompréhension sur la règle d'application de la confidentialité. C'est au directeur général et à nous à voir, bon, OK, c'est un cas où oui, on va divulguer l'information. Quand le policier est muni d'une autorisation judiciaire, l'intervenant doit communiquer l'information qui est demandée et qui est inscrite au document judiciaire que le policier a en main. L'autre situation où il y a devoir de la part de l'intervenant, c'est lorsqu'il y a danger imminent pour une personne. L'assise légale de cette obligation-là tient de la Charte des droits et libertés du Québec, qui prévoit que toute personne doit porter secours à quelqu'un qui est en danger imminent. On pourrait se demander si le secteur santé et le secteur sécurité publique sont en opposition foncièrement. C'est sûr qu'on a des mandats différents. On est souvent situé entre l'arbre et l'écorce. Les intervenants communautaires sont situés entre l'arbre et l'écorce aussi. Il faut être capable, c'est une gestion du risque, il faut être capable de jongler avec ça. Les mêmes autorités financent un secteur de sécurité publique pour faire des interventions qui peuvent aller à l'encontre de la santé, puis le même gouvernement finance des actions de santé qui peuvent sembler à l'encontre de la sécurité publique. On sait, les seringues ne sont pas illégales. C'est la possession de stupéfiants et le trafic de stupéfiants qui est illégal. Donc, nous, on a l'obligation d'appliquer les lois, qui est la loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Du côté du secteur de la santé, nous, on tient moins compte de cet aspect illégal-là à prime abord parce qu'on prétend que toute personne qui consomme, qui a des besoins ou qui a des problèmes de dépendance a besoin d'aide et on ne refusera pas de l'aider parce qu'elle est dans des situations où elle commet des actes illicites. Alors là, la tolérance est un concept beaucoup plus difficile à appliquer quand on a des lois qui interdisent et que les policiers ont une responsabilité d'agir et d'appliquer une loi parce que c'est interdit. Le législateur a dit que c'est interdit, alors on doit intervenir. Ce qui fait en sorte que l'intervention qui est jugée idéale auprès des personnes UDI risque de différer un peu entre les deux intervenants. Mais si au moins on est capable d'établir des ponts entre nos deux secteurs dans un premier temps, on est plus fort après pour répondre aux besoins des autres personnes qui sont dans l'entourage des personnes qui font usage de drogue par injection. En intersectorialité, il faut beaucoup d'empathie. Ça ne veut pas dire qu'on doit adhérer à la position de l'autre secteur, mais si on ne comprend pas comment est la vision des policiers pour nous de la santé, bien, ça va être difficile d'essayer d'établir des ponts. Puis vice-versa, il faut que les policiers comprennent qu'est-ce qu'en santé on tente de faire. C'est souvent ça qui nous nuit. Des fois, c'est quand on a une perception d'un organisme envers la police ou la police envers un organisme qui fait en sorte que s'il n'y a pas de cette communication entre les deux, on va rester ancré dans nos perceptions, puis il va y avoir une difficulté. C'est quand on réussit à se parler avec transparence, avec puis confiance. C'est tant qu'on n'a pas de transparence entre nous autres, puis on essaie de se protéger individuellement comme organisation, on ne réussit pas à aller plus loin. Oui, c'est important des démarches de sensibilisation puis de communication, mais pour moi, c'est important aussi d'élaborer des politiques claires par rapport à ça. On voit ce volonté-là beaucoup plus avec les personnes, mettons, plus haut gradées. Souvent, il y a comme qui sont plus impliqués au niveau de l'élaboration des politiques. Mais dans mon expérience, ça ne s'est pas traduit dans des changements concrets sur le terrain, malheureusement. C'est justement là que le rôle de gestionnaire qui a souvent les liens très étroits avec la communauté et ses policiers. On a là ici une personne qui peut mobiliser ces gens, puis c'est là que c'est important. Si on regarde, les objectifs fondamentaux, finaux, ce sont les mêmes. C'est d'assurer la santé des gens et le bien-être des individus.